Sous le volcan de Songandi, près de 500 millions de carats sont soudainement confirmés. La perspective de recettes nationales multipliées par 10 en 5 ans se heurte déjà à une contrepartie lourde, jusqu'à 40% de biodiversité locale menacée si l'exploitation s'emballe. Que devient votre quotidien lorsque Ibrahim Traoré doit choisir entre agir trop vite ou trop tard dans une équation où les gains économiques et les pertes écologiques croissent simultanément? À Songandi, une décision minière dépasse la richesse annoncée et enferme stabilité sociale, environnementale et confiance collective dans un même instant suspendu. D'emblée, le texte pose la promesse centrale de l'analyse: comprendre comment une découverte minérale peut se traduire, ou non, en amélioration concrète du quotidien. En quelques minutes, le spectateur saisit ce qui peut réellement évoluer pour les revenus publics, les services essentiels et la stabilité sociale si les choix autour de Songandi s'écartent du bon tempo. L'enjeu n'est pas la valeur brute des carats, mais la chaîne de décision qui relie une annonce spectaculaire à des effets mesurables pour la population. Songandi place le Burkina Faso face à un dilemme familier, mais amplifié: transformer une opportunité exceptionnelle en progrès durable ou reproduire des déséquilibres observés ailleurs. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré concentre attente et inquiétude, car chaque option engage des coûts invisibles, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou institutionnels. La question centrale n'est donc pas d'exploiter ou non, mais de savoir comment exploiter sans épuiser la promesse avant qu'elle ne profite réellement aux citoyens. La mini-révélation tient en un chiffre qui change l'échelle du débat: près de 500 millions de carats reposeraient sous le volcan de Songandi. Ce volume, validé par des analyses satellitaires croisées et plusieurs institutions scientifiques, fait basculer la découverte du statut d'hypothèse géologique à celui de certitude stratégique pour le Burkina Faso. Avant cette confirmation, le pays évoluait dans un cadre économique marqué par la rareté et la contrainte budgétaire. Après Songandi, l'horizon s'élargit brutalement. Les ingénieurs locaux, confrontés à des signaux inhabituels, comprennent progressivement, avec l'appui d'équipes étrangères, qu'il ne s'agit pas d'une anomalie technique, mais d'une formation diamantifère exceptionnelle. Cette bascule scientifique précède de peu une bascule politique. En quelques jours, des notes diplomatiques circulent, des demandes de briefing affluent et le Burkina Faso, longtemps périphérique dans les discussions minières mondiales, devient un point d'attention régional. Ce changement de statut intervient toutefois dans un contexte déjà fragile. Pauvreté persistante, tensions politiques et vulnérabilité institutionnelle constituent l'arrière-plan sur lequel s'inscrit Songandi. Dans un tel cadre, l'abondance potentielle agit comme un amplificateur. Elle peut accélérer une trajectoire de transformation, mais aussi exacerber rivalités internes et pressions extérieures, comme l'ont montré de nombreux précédents africains. C'est à ce moment précis qu'intervient Ibrahim Traoré. Sa décision de temporiser, en mettant en place une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales, rompt avec des réponses plus impulsives observées ailleurs. Cette méthode vise à reprendre le contrôle du calendrier, alors même que l'environnement médiatique et diplomatique s'emballe. La découverte cesse ainsi d'être une simple promesse minérale et devient un objet de débat structuré. La véritable révélation de Songandi n'est donc pas seulement son volume, c'est le décalage brutal entre un avant contraint et un après incertain qui place désormais chaque décision politique sous un éclairage nouveau et durable. Dans la séquence qui suit la révélation de Songandi, un rôle discret mais décisif apparaît: celui des acteurs chargés de faire le lien entre une décision nationale et ses effets locaux. Il ne s'agit pas encore des grandes entreprises ni des chancelleries étrangères,
mais d'administrateurs territoriaux, de médiateurs communautaires et de représentants techniques déployés autour du volcan. Leur mission consiste à traduire une annonce spectaculaire en règles compréhensibles dans des zones longtemps éloignées des centres de décision. Sur le terrain, les premiers effets sont rapidement perceptibles. Des périmètres de sécurisation sont expliqués, des interdictions temporaires précisées et les mouvements spontanés de creusage illégal ralentissent. La circulation d'informations officielles, encore limitée, suffit néanmoins à contenir l'emballement initial des rumeurs. Un habitant évoque un sentiment nouveau, celui d'être informé en amont, là où les décisions tombaient autrefois sans avertissement. À l'échelle nationale, ces signaux précoces produisent un effet similaire. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture annoncée à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste fragile, mais elle contribue à freiner, dans l'immédiat, la polarisation politique autour de Songandi. La souveraineté cesse alors d'être un principe abstrait et prend la forme d'un cadre perçu comme protecteur. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré joue un rôle de stabilisation. En soutenant ces relais humains et administratifs, il cherche à ancrer la décision centrale dans des pratiques visibles capables de produire un apaisement social précoce. Ces effets ne constituent pas encore des résultats durables, mais ils indiquent que la trajectoire ne se joue pas uniquement dans les chiffres. Elles dépendent aussi de la capacité à créer des points d'ancrage humain, où une découverte minière commence à se transformer en stabilité naissante. Avant Songandi, le Burkina Faso avançait dans un régime de contraintes prolongées, où chaque arbitrage économique se faisait sous le signe de la rareté. Après la confirmation du gisement, le pays entre brutalement dans une phase d'accélération où les événements s'enchaînent plus vite que les cadres institutionnels ne l'avaient anticipé. Cette transition marque le véritable déclenchement de la séquence Songandi. La première étape se joue dans les cercles techniques. Lorsque les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale, ils confirment que les signaux détectés sous le volcan ne relèvent toujours plus d'une anomalie instrumentale. Il s'agit d'un gisement diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette validation scientifique agit comme un interrupteur. En quelques heures, la question cesse d'être technique pour devenir politique. La sécurisation du périmètre est ordonnée, toute activité informelle est suspendue et des évaluations croisées sont exigées entre experts nationaux et équipes internationales. La deuxième phase correspond à la montée en tension. Les informations circulent d'abord dans un cadre restreint, puis débordent rapidement l'espace national. Des notes diplomatiques arrivent à Ouagadougou, des ambassades sollicitent des briefings urgents et des analystes régionaux évoquent déjà un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso, longtemps marginal dans les flux miniers mondiaux, devient soudain un dossier stratégique suivi de près. Les comparaisons avec d'autres découvertes africaines se multiplient, alimentant à la fois l'enthousiasme et la prudence. Le point culminant survient lorsque les images satellitaires sont partagées avec un cercle élargi d'institutions scientifiques et économiques. Les ordres de grandeur circulent, les projections financières se diffusent et l'exposition médiatique s'intensifie. Des multinationales formulent leurs premières propositions de coopération. Certaines puissances étrangères cherchent à obtenir des échanges informels avec des conseillers proches du pouvoir. Dans le même temps, des groupes d'intérêt tentent d'influencer le cadre avant même qu'un dispositif juridique stabilisé ne soit défini. L'espace public se remplit de récits opposés, oscillant entre promesses d'Eldorado et risques de déstabilisation. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré impose une ligne de rupture. Plutôt que de céder à la pression d'accords rapides, il maintient un refus clair des négociations précipitées. La priorité affichée reste la souveraineté sur les ressources et la maîtrise du calendrier décisionnel.
Cette posture, perçue comme un frein par certains partenaires extérieurs, devient à l'intérieur du pays un marqueur politique fort. Les répliques internes paraissent rapidement. La population réclame des explications concrètes. Les partis d'opposition interrogent la stratégie suivie. Les organisations de la société civile exigent des garanties contre la corruption, les expropriations et les arrangements opaques. Le débat public se structure autour d'une interrogation centrale. Comment transformer une richesse soudaine sans reproduire les échecs observés ailleurs? Dans les semaines suivantes, les effets secondaires deviennent visibles. Les attentes sociales montent, tout comme les inquiétudes sur la capacité institutionnelle à absorber un changement aussi rapide. La séquence montre que Songandi n'a pas seulement révélé un gisement, elle a enclenché une chaîne d'événements où la vitesse elle-même devient un facteur de risque ou de stabilité. Le ZEVA autour de Songandi s'organise désormais autour de quelques indicateurs chiffrés qui servent de boussole aux décisions publiques. Ces chiffres ne disent pas tout, mais ils structurent l'espace des choix possibles en révélant à la fois l'ampleur de la promesse et le poids des contraintes associées. Le premier indicateur est celui qui a déclenché la bascule initiale. Les analyses convergent vers une estimation proche de 500 millions de carats sous le volcan Songandi. À cette échelle, le Burkina Faso change de catégorie dans les classements informels des détenteurs de ressources diamantifères. Ce volume projette le pays dans une autre dimension d'attentes économiques et géopolitiques, bien au-delà de son rôle traditionnel dans les flux miniers mondiaux. Il alimente des comparaisons internationales et reconfigure la manière dont les partenaires extérieurs évaluent le potentiel stratégique du territoire. Le deuxième chiffre concerne les finances publiques. Les projections évoquent des recettes nationales susceptibles d'être multipliées par 10 sur une période de 5 ans si l'exploitation atteint son plein régime. Une telle expansion budgétaire ouvre des marges inédites pour financer infrastructures, services de santé et systèmes éducatifs. Mais cette croissance rapide exerce aussi une pression considérable sur les capacités administratives. Absorber des flux financiers massifs sans déséquilibre suppose des mécanismes de contrôle solides, rarement testés à une telle vitesse dans le contexte burkinabé. Le troisième indicateur introduit une limite non négociable. Les premières évaluations environnementales signalent un risque de réduction allant jusqu'à 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive et mal encadrée. Ce chiffre rappelle que l'abondance économique peut s'accompagner de pertes écologiques irréversibles, particulièrement dans un environnement sahélien déjà fragilisé par le stress climatique. Ici, la donnée chiffrée agit comme un signal d'alarme plus que comme une projection abstraite. Pris ensemble, ces trois repères redéfinissent le cadre du débat public. Ils attirent investisseurs et partenaires, tout en mettant en évidence les lignes de fracture potentielles. L'espoir d'un financement accru des politiques sociales coexiste avec la crainte d'une capture institutionnelle ou d'un épuisement environnemental prématuré. Les chiffres deviennent ainsi des points d'ancrage autour desquels se cristallisent attentes et inquiétudes. Dans ce contexte quantifié, la posture d'Ibrahim Traoré prend une dimension stratégique. En privilégiant des évaluations techniques approfondies et en ralentissant volontairement le calendrier décisionnel, il cherche à empêcher que la dynamique des projections ne se transforme en emballement incontrôlé. La lenteur apparente devient un outil de gouvernance destiné à maintenir un équilibre entre ambition économique et capacité réelle d'absorption. Les données de Songandi ne livrent donc pas une promesse univoque. Elles dessinent un couloir de décision étroit, où chaque pas peut renforcer la stabilité ou précipiter un déséquilibre durable. C'est dans cette tension, inscrite dans les chiffres eux-mêmes, que se joue désormais l'arbitrage central.
Deux lectures robustes structurent désormais le débat autour de Songandi, et chacune mérite d'être présentée dans sa forme la plus solide avant toute conclusion. La première plaide pour une exploitation rapide considérée comme une fenêtre historique rare. Selon ses défenseurs, un gisement de cette ampleur représente l'occasion de rompre avec des décennies de contraintes budgétaires. Les projections de recettes évoquant une multiplication par 10 des revenus nationaux sur 5 ans sont vues comme un levier capable de financer infrastructures, santé, éducation et création d'emplois. Dans cette logique, retarder les décisions reviendrait à diluer l'avantage stratégique et à laisser des acteurs extérieurs influencer le processus de manière informelle. La vitesse serait alors une condition de souveraineté, non une menace. La seconde thèse adopte une prudence assumée. Elle s'appuie sur des précédents documentés en Afrique et ailleurs où des découvertes comparables ont débouché sur instabilité politique, corruption accrue ou fragmentation sociale. Les risques environnementaux identifiés, notamment la dégradation potentielle des écosystèmes locaux, renforcent cet argumentaire. Pour ce camp, l'enjeu n'est pas l'existence de la richesse, mais la capacité réelle de l'État à l'absorber sans se déséquilibrer. Une accélération mal maîtrisée exposerait le pays à des pressions diplomatiques durables et à une perte de contrôle progressive sur ses ressources. La réponse raisonnée ne consiste pas à disqualifier l'une de ces positions, mais à les mettre en tension. Le matériau factuel montre que la stratégie suivie cherche à capter les bénéfices de l'abondance tout en limitant ses effets pervers. La création d'une commission indépendante, l'implication annoncée de la société civile et le refus d'accords précipités traduisent une volonté de construire un cadre avant l'exploitation. Cette approche reconnaît l'urgence sociale, mais elle intègre aussi l'idée que la précipitation peut produire des coûts irréversibles. Ainsi se dessine une voie médiane. Elle admet que l'attentisme comporte des risques, mais elle considère qu'un emballement incontrôlé en comporte davantage encore. L'équilibre recherché repose sur un principe simple. Transformer une richesse potentielle en bénéfice durable exige plus de méthode que de vitesse. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un frein que comme une tentative de synchronisation entre ambition économique et capacité institutionnelle. Lors des premières consultations nationales liées à Songandi, un résultat peu spectaculaire mais net émerge. Une majorité de participants exprime son soutien à un contrôle national strict du gisement, à condition que transparence et redistribution soient garanties. Ce signal, presque noyé dans le flux des débats techniques, modifie pourtant la dynamique politique enclenchée par la découverte. Il indique que l'opinion publique ne se polarise pas uniquement autour de la vitesse d'exploitation, mais autour des règles qui doivent l'encadrer. Cette inflexion renforce la cohérence de la ligne suivie par Ibrahim Traoré. Sa posture méthodique, parfois perçue comme une prudence excessive, trouve ici un point d'appui populaire inattendu. Le débat cesse alors d'opposer frontalement urgence économique et retenue institutionnelle. Il s'ancre dans une exigence collective plus précise: avancer mais sans perdre le contrôle du processus. Sur le terrain, notamment dans les zones proches du volcan, cette évolution se traduit par un apaisement relatif. Les habitants constatent que leur voix pèse, au moins partiellement, dans les arbitrages initiaux. Cette perception, encore fragile, agit comme un facteur de stabilisation sociale dans un contexte de pressions extérieures croissantes. Le cœur du basculement de Songandi ne se situe donc ni dans un chiffre ni dans une annonce officielle, mais dans cet alignement temporaire entre autorité politique et attente populaire. À ce stade, la découverte cesse d'être uniquement une promesse économique. Elle devient un test de légitimité et de méthode.
Les effets de Songandi se déploient désormais au-delà de l'annonce initiale et se traduisent dans conséquences distinctes selon les acteurs concernés. Une même découverte produit des impacts différenciés, révélant comment une richesse potentielle peut redessiner les équilibres internes d'un pays. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective de recettes accrues modifie les priorités budgétaires et renforce le poids du pouvoir central dans les négociations internationales. Dans le même temps, elle expose les institutions à des pressions inhabituelles liées à l'ampleur des intérêts en jeu. La publication des contrats, le contrôle des flux financiers et la gestion du calendrier deviennent des tests de crédibilité. Dans ce cadre, la ligne défendue par Ibrahim Traoré sert de repère, en cherchant à préserver la capacité de décision publique face à l'intensification des pressions extérieures. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, Songandi ouvre un champ d'opportunités contrasté. Les acteurs locaux espèrent une intégration accrue dans les chaînes de valeur, notamment dans la logistique, la construction et les services techniques. Les multinationales, de leur côté, perçoivent le gisement comme un actif stratégique majeur à long terme. Cette asymétrie crée une tension structurelle. Sans cadre clair, les entreprises nationales risquent d'être marginalisées. Avec des règles strictes, elles pourraient au contraire bénéficier d'un effet d'entraînement inédit dans l'économie. Pour les ménages, l'impact se lit à travers les attentes quotidiennes. L'idée que les revenus miniers puissent financer écoles, centres de santé et infrastructures nourrit un espoir réel. Dans les zones proches du volcan, cet espoir coexiste avec des inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution future des bénéfices. La richesse annoncée devient ainsi un prisme à travers lequel se projettent à la fois promesses d'amélioration et craintes de nouvelles inégalités. À l'échelle régionale enfin, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique. Cette évolution peut renforcer son influence diplomatique et économique. Elle comporte toutefois un risque de tensions accrues si la gouvernance interne vacille. Les partenaires régionaux observent attentivement les choix opérés, conscients que leurs effets peuvent dépasser les frontières nationales. Ces quatre niveaux révèlent une réalité commune. La découverte n'agit pas de manière uniforme. Elle redistribue les cartes, crée des gagnants potentiels et expose des vulnérabilités durables. C'est dans l'articulation entre ces effets, plus que dans la valeur brute du gisement, que se joue l'impact réel de Songandi. À partir des mêmes données de départ, Songandi ouvre trois trajectoires plausibles à l'horizon des 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'évaluer les risques et les conditions associées à chaque orientation possible. Le scénario intermédiaire, souvent jugé le plus probable, repose sur une progression graduelle. L'État engage des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales, après avoir stabilisé un cadre juridique minimal. Les premiers investissements arrivent, permettant de lancer des projets d'infrastructure et de créer des emplois indirects. La souveraineté reste partiellement préservée grâce à des contrats encadrés, mais le pays demeure exposé à des pressions diplomatiques constantes. Les bénéfices deviennent visibles sans dissiper totalement les inquiétudes liées à la dépendance extérieure. L'équilibre tient, mais il reste fragile. Un scénario plus favorable suppose une discipline institutionnelle élevée et continue. Le Burkina Faso conserve un contrôle strict sur l'exploitation, sélectionne ses partenaires selon des critères transparents et impose des normes environnementales contraignantes. Les revenus générés sont orientés prioritairement vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales. Des audits réguliers et l'implication de la société civile limitent les dérives. Dans cette trajectoire, la cohérence méthodique défendue par Ibrahim Traoré pourrait transformer Songandi en référence régionale de gestion maîtrisée des ressources.
Cette option exige toutefois une constance administrative rare sous forte pression. Le scénario le plus critique repose sur un repli excessif. Dans une volonté de préserver la souveraineté, l'État privilégie une exploitation quasi exclusivement nationale. Les capacités techniques limitées ralentissent la mise en valeur du gisement. Les attentes sociales s'accumulent sans retombées rapides, alimentant frustration et tensions internes. Les relations diplomatiques se tendent, réduisant l'accès au financement et aux technologies. L'intention protège le principe de contrôle mais affaiblit la capacité d'action. Ces scénarios déplacent la question centrale. Il ne s'agit pas seulement de choisir une voie, mais de réunir les conditions permettant d'éviter les bascules irréversibles. La cohérence entre prudence, transparence et inclusion apparaît comme la variable décisive. Au-delà des institutions et des projections macroéconomiques, Songandi commence à se traduire en attentes très concrètes pour des trajectoires individuelles. Trois groupes sociaux permettent de saisir comment une découverte nationale peut influencer ou non l'expérience quotidienne. Pour de nombreux ménages, l'annonce du gisement ravive une perspective longtemps absente. L'idée que des revenus miniers puissent financer durablement des écoles, des centres de santé ou des réseaux routiers modifie les attentes. Cet espoir reste toutefois prudent. Les souvenirs d'annonces passées, suivis de retombées limitées, nourrissent une vigilance collective. La promesse existe, mais elle est conditionnée à des preuves visibles de redistribution. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Songandi porte une signification différente. La découverte est perçue comme une ouverture potentielle vers de nouveaux horizons professionnels. Les perspectives d'emploi, de formation technique et de projets entrepreneuriaux suscitent un optimisme mesuré. Cependant, cet élan dépend étroitement de l'inclusion réelle des compétences locales. Sans mécanisme clair d'accès à la chaîne de valeur, l'attente pourrait rapidement se transformer en désillusion. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent à la fois au cœur de la promesse et de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et aux déplacements potentiels y sont plus vives. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative renforcent le sentiment d'être enfin prise en compte. Cette reconnaissance, encore fragile, agit comme un facteur de stabilisation sociale non négligeable. À travers ces trois angles, une constante se dégage. L'impact réel de Songandi dépendra de la capacité à maintenir un lien crédible entre décisions nationales et vécu quotidien. Transformer Songandi en levier durable suppose une architecture d'action claire, ordonnée dans le temps et lisible pour l'ensemble des acteurs. À partir des éléments disponibles, une séquence de décisions se dessine, où chaque étape conditionne la suivante et limite les risques d'emballement. La première étape consiste à consolider la Commission nationale. Son mandat doit rester explicitement technique et social avec la participation d'experts indépendants et de représentants locaux. La vérification croisée des études géologiques, économiques et environnementales constitue le point d'entrée, tandis que la publication régulière de rapports accessibles devient un indicateur immédiat de crédibilité. La deuxième étape porte sur le cadre environnemental. Avant toute activité d'extraction, des normes contraignantes doivent être définies pour la protection des sols, de l'eau et de la biodiversité. Leur respect, contrôlé par des audits indépendants, sert de condition non négociable à la poursuite du projet. Cette exigence transforme la contrainte écologique en outil de gouvernance. La troisième étape concerne la sélection des partenaires. L'État identifie un nombre limité d'entreprises capables d'apporter expertise et capacités techniques. Une fois les règles juridiques stabilisées, les contrats sont rendus publics et assortis de clauses claires de souveraineté. Leur application est mesurée par des mécanismes de suivi transparents.
La quatrième étape organise la répartition des revenus. En concertation avec la société civile, les autorités définissent des priorités orientées vers l'éducation, la santé, les infrastructures et les programmes locaux. Un suivi budgétaire public permet d'évaluer les effets concrets de ces choix. Enfin, la continuité du dialogue constitue la cinquième étape. Des consultations régulières anticipent les tensions et ajustent les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur visant à transformer une promesse souterraine en bénéfice collectif mesurable. Au tout début de la séquence Songandi, un habitant des environs du volcan parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le temps s'était brièvement arrêté. Ce motif traverse encore l'ensemble du processus, mais il a changé de signification. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique ou administrative. Il s'agit désormais de mesurer ce que cette attente révèle de la trajectoire collective choisie. Dans les villages proches du site comme dans les centres urbains, la même interrogation circule, parfois sans être formulée ouvertement. Si cette richesse existe réellement, à qui doit-elle profiter en priorité et selon quelles règles? La question agit comme un fil discret reliant les inquiétudes locales, les attentes sociales et les arbitrages institutionnels. Elle rappelle que la valeur de son Gandhi ne se mesure pas uniquement en carats ou en projection budgétaire. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur de rupture que comme une figure de continuité méthodique. Sa posture contraste avec l'emballement des promesses et des pressions extérieures. Elle traduit un choix implicite, accepter le coût politique de la lenteur afin de préserver la cohésion et le contrôle. Dans cet espace étroit entre espoir et crainte, chaque décision pèse davantage que l'annonce elle-même. Sangandi devient alors un miroir, non pas de ce que le pays possède, mais de ce qu'il choisit de faire collectivement de cette promesse. La découverte de Songandi n'écrit pas à elle seule l'avenir du Burkina Faso. Elle ouvre plutôt un espace de responsabilité partagée, où institutions, sociétés civiles et citoyens ordinaires participent désormais à la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité et de progrès, ou un facteur de tension durable, selon l'attention portée à chaque étape du processus. Cette vigilance ne repose pas sur des gestes spectaculaires. Elle commence par l'information, par l'intérêt porté au débat public et par la compréhension des choix engagés. Elle se prolonge dans l'exigence de transparence, dans le suivi des décisions et dans la participation aux cadres de consultation lorsqu'ils existent. À ce niveau, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire d'effet durable que si elle s'inscrit dans une dynamique collective plus large et active. Songandi devient ainsi plus qu'un gisement minéral. Il se transforme en symbole d'un choix de société où la souveraineté ne se proclame pas mais se construit par des pratiques ouvertes, contrôlées et partagées. Chaque acteur, du riverain au décideur national, détient une part de cette construction. La question n'est donc pas seulement ce que cette richesse permettra de financer, elle est aussi de savoir quelle place chacun souhaite occuper dans cette trajectoire en devenir.